Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Walligator. Allez, c'est parti. Avant toute chose et comme à mon habitude, je vous invite à vous abonner pour exprimer votre soutien à cette chaîne. Mais aussi à vous rendre sur le site Walligazette, un site spécialisé sur le parc Walligator, qui fournit pour cet épisode pas mal d'infos, mais aussi des photos et des vidéos. Et donc je les en remercie et je vous invite encore une fois à aller les voir. Les liens sont évidemment tous disponibles dans la description et je vous mets même des articles en plus qui sont disponibles sur le site, histoire d'en savoir un peu plus sur l'histoire que je vais raconter aujourd'hui. L'histoire commence dans les années 80 en France et plus précisément en Lorraine. Cette région est en difficulté économique et cherche par le biais du domaine du loisir à sortir de cette crise. Il est d'abord question d'implanter, à la demande de la région, le parc Euro Disneyland. Demande rejetée, évidemment, c'est pourquoi ils optèrent pour la construction d'un parc de loisirs, comme il en fleurit partout en France à cette époque. Je pense notamment à Astérix ou encore à Mirapolis. C'est donc au début des années 80 que deux Lorrains montent un projet de parc d'attractions après une visite à Europa Park. Un projet avec d'énormes avantages comme la réutilisation d'un ancien site sidérurgique non loin de Metz. Mais surtout l'aide d'un cabinet d'architecture qui a travaillé sur la création de Walt Disney World aux États-Unis. Sans oublier Peyo, le créateur des Schtroumpfs, qui autorise le futur parc à utiliser l'image de ses personnages durant 5 ans. En 1985, la société nouvellement créée pour l'occasion nommée Sorey Park reprend le concept des deux Lorrains nommés Didier Brenman et Gérard Klenberg, et j'espère que je prononce bien leur nom. Un an après, Pierre Julien, ancien secrétaire général de la sidérurgie, devient PDG de Sorey Park à la place de Didier Brenman, qui, je vous le rappelle, est l'initiateur du projet. Monsieur Brenman fut alors chargé du choix des attractions et, petite note qui fait plaisir, il voulait des attractions avec un haut rendement, donc forcément, j'apprécie. Ce parc, avant son ouverture, avait vraiment tout pour plaire. Il était idéalement situé avec des accès par autoroute, une gare SNCF, mais aussi une proximité avec plusieurs pays européens, notamment la Belgique, l'Allemagne ou encore le Luxembourg. Il était composé de 20 attractions, dont 2 coasters, sur 20 hectares au total. Le premier est un coaster en bois construit par la société nommée SPI, et vous connaissez sûrement cette société, elle n'est pas du tout présente dans le domaine des parcs. Les trains sont quant à eux achetés auprès de la société Morgan. Nommé Anaconda, le wooden coaster fait 1200 mètres de long, 36 mètres de haut pour une vitesse d'environ 90 km/h. C'est d'ailleurs le premier coaster en bois de France, mais également le plus haut d'Europe à l'époque. Le second se nomme au départ Comet Space et est un modèle de chez Vekoma. Il fait 24 mètres de haut, 590 mètres de long, atteint les 64 km/h et comporte 3 inversions. C'est un petit Vekoma mais qui pour l'époque est plutôt intéressant. Là encore, niveau attraction, il n'y a pas de problème, on a vraiment de belles choses. Le 6 avril 1989 arrive la journée de pré-ouverture. C'est une super idée pour voir comment le parc se comporte en situation réelle avant l'ouverture au public, c'est une sorte de répétition générale. Il est finalement inauguré le 9 mai 1989 sous le nom de Big Bang Schtroumpf. Comme pour Astérix quelques semaines plus tôt, le parc n'est pas en mesure d'accueillir autant de monde et est donc victime de son succès dès l'ouverture. Ce qui a pour effet de nuire immédiatement à la réputation du parc. Fin août, on remarque déjà que le nombre d'entrées est insuffisant avec seulement 550 000 personnes au lieu des 850 000 attendus. C'est un bon score en soi, mais quand on a atteint ses objectifs, on perd de l'argent. Ils ont donc à ce moment-là environ 200 000 francs de perte. Un audit est demandé par les actionnaires pour mettre en lumière les dysfonctionnements. Il en ressort une incompétence de Pierre Julien, alors PDG de Sorey Park. Mais ce dernier réussit malgré tout à garder son poste. Les deux Lorrains créateurs du projet qui ont travaillé des années durant sur ce parc se voient licenciés pour raisons économiques. L'année se termine avec 700 000 visiteurs contre les 1 800 000 attendus. Il aurait fallu atteindre 1 100 000 visiteurs pour avoir le seuil d'équilibre. C'est-à-dire ne pas perdre d'argent mais ne pas en gagner non plus. On est donc pas loin du dépôt de bilan. Pour la deuxième année d'ouverture, c'est 380 000 personnes qui passent les portes du parc. C'est catastrophique et le parc dépose donc le bilan. Plusieurs entreprises se voient intéressées pour le rachat du parc. Et là, vous allez être étonné, Roland Mack, directeur d'Europa Park, propose de racheter le parc et de remettre M. Brenman à sa tête, qui est, je le rappelle encore une fois, l'initiateur du projet. Mais ce dernier déclina l'offre, pensant que Roland Mack veuille accueillir le parc par simple souci de concurrence. C'est vraiment dommage, je trouve, car ça aurait pu permettre de faire perdurer le parc dans le temps, dans de meilleures conditions. Mais c'est finalement Eddie Meus qui rachète le parc Big Bang Schtroumpf, comme je vous le disais dans la vidéo que je vous mets en fiche. Le parc fait alors partie du groupe Walibi et réouvre en 1991 sous le nom de Walibi Schtroumpf. Petite parenthèse, pour de plus amples détails sur tout ce que je viens de vous dire depuis le début, je vous mets en lien un article de Walligazette qui est très bon et très détaillé sur l'histoire des deux créateurs du projet. La saison 91 compte 380 000 entrées pour 400 000 attendus, ce qui est plutôt correct. Après quelques investissements dans des attractions, le parc souhaite accueillir en 92 500 000 visiteurs et 750 000
en 93. Mais s'ensuit finalement une chute de la fréquentation, notamment due à l'ouverture d'Euro Disneyland en 1992. En 1994, il atteint les 400 000 entrées, ce qui marque une légère hausse comparée aux années précédentes. Faute d'investissement conséquent de 1994 à 1997, le parc recule en termes de fréquentation. Fin 1997, le groupe Six Flags, anciennement Premier Parc, rachète le groupe Walibi et donc Walibi Schtroumpf à la même occasion. Le dernier investissement du groupe Walibi est une Space Shot, donc un modèle de tour de chute, qui, pour le coup, a un véritable attrait auprès du visiteur. La fréquentation de 1998 est de 400 000 visiteurs. Les années 99 et 2000 attirent chacune 500 000 visiteurs. Mais faute d'investissement de la part du groupe Six Flags, le parc recule encore en termes de fréquentation pour atteindre 345 000 visiteurs en 2002. 2003 est marqué par la perte de la licence des Schtroumpfs et donc un changement de nom au profit de Walibi Lorraine. Cette même année est installée une montagne russe de type Wildmouse de chez Mack. Par contre, c'est une location et donc elle ne resta qu'un an au parc. En 2004, Six Flags se retire et le parc se voit géré par la société Star Park. La saison 2005 est marquée par l'arrivée d'une nouvelle attraction de type Topple Tower. Mais un retard d'ouverture nuit à l'enthousiasme des visiteurs vis-à-vis de cette attraction. Et même une fois ouverte, cette dernière ne fait pas du tout l'unanimité. En effet, elle fait peur aux familles qui n'osent pas la faire, mais ne procure pas assez de sensations au regard de ceux qui montent dedans. Elle n'a donc pas trouvé son public, mais a aussi subi de nombreuses pannes, ce qui n'a vraiment pas aidé. Il y eut seulement 265 000 visiteurs en 2005. Les Ledouarins, deux forains qui géraient les boutiques du parc, récupèrent la gestion de ce dernier en 2006. Le nom du parc change une nouvelle fois en août 2006 au profit de Walligator. Il faut savoir que cette saison est la dernière avant que la licence Walibi ne soit plus valable. Les Ledouarins espèrent accueillir 400 000 visiteurs, mais au lieu de ça, ils n'enregistreront que 250 000 entrées. En 2007, ils ouvrent un coaster du nom de Family Coaster, ok. Seulement, il s'agit d'un modèle de pomme. Ce sont des petits coasters très compacts, vraiment axés vers les enfants. Un peu comme SOS numéro bis au parc Astérix si vous voulez. En 2007, 330 000 entrées sont enregistrées, ce qui est en dessous de leurs attentes. Les deux forains souhaitent créer un parc régional de qualité et bon, c'est plutôt une bonne idée étant donné qu'il n'a jamais réussi à atteindre son objectif de parc international. En 2008, de nouvelles attractions voient le jour, notamment une grande roue de 40 mètres de haut, ce qui pour le coup est une bonne chose et attire 400 000 visiteurs. 2009, c'est l'année des 20 ans et deux attractions arrivent au parc, ce qui évidemment augmente la fréquentation pour atteindre 450 000 visiteurs. 2010 est l'année la plus intéressante en termes de nouvelles attractions avec l'arrivée de l'un des meilleurs coasters de France. Il s'agit d'un coaster d'occasion nommé Orochi, se trouvant initialement au parc Expoland au Japon. Ce parc ferma en 2007 suite à de nombreux problèmes et donc vendit ses attractions. C'est alors que les Ledouarins décident d'acheter Orochi pour l'installer à Walligator. Le 9 juillet 2010, après de nombreux retards, notamment dû à la météo, The Monster ouvre à Walligator. Il s'agit d'un inverted coaster, comme Osiris au parc Astérix, qui est une copie conforme de Raptor se trouvant à Cedar Point aux États-Unis. Il fait 1200 mètres de long, mesure 42 mètres de haut, atteint les 92 km/h et comporte 6 inversions. Le tout pour un budget de 5 millions d'euros, ce qui est très peu. Ce coaster est vraisemblablement le plus sensationnel de France, mais aussi le premier à être de type inverted. Il est fait pour fonctionner à 3 trains avec un frein de mi-parcours, le permettant d'atteindre un rendement de 1800 personnes par heure, ce qui est plutôt énorme. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais Osiris, lui, n'a pas de frein de mi-parcours. Il a des freins à la fin, et donc quand il fonctionne à 3 trains, il y en a un dans la gare, un à la limite dans le lift ou dans le parcours, mais l'autre attend juste avant la gare, ce qui, pour le coup, ne permet pas d'atteindre un rendement hyper élevé, comme on a sur The Monster. Malheureusement, ce frein de mi-parcours n'est pas installé sur The Monster et c'est pourquoi il ne tourne qu'à 2 trains. En réalité, il pourrait théoriquement tourner avec 3 trains, mais ce serait vraiment pas utile étant donné que le frein de mi-parcours n'est pas là. Un seul train peut circuler sur le parcours et donc le 3e train serait toujours en avant-gare et ne servirait pas à grand chose. C'est pourquoi le 3e train sert à Walligator de pièces détachées. En soi, c'est même pas préjudiciable pour le parc car la fréquentation ne nécessite pas un rendement aussi élevé sur un coaster. Malgré tout, le gros point noir de The Monster est sa thématisation. Déjà, il est blanc et rose, ce qui est juste à vomir visuellement. Mais surtout, il n'a aucune thématisation, il est simplement posé sur l'herbe et on y accède par une allée toute simple en béton où il n'y a vraiment rien. Après, il faut savoir que tout cela résulte d'un manque de moyens de la part du parc car la thématisation ça coûte extrêmement cher. Les visiteurs apprécient cette nouveauté et j'ai envie de dire, il y a intérêt vu la gueule de la bête. Mais malheureusement, le retour sur investissement n'est pas suffisant et le parc n'accueille en 2010 et en 2011 que 490 000 visiteurs, ce qui est en dessous de leurs attentes encore une fois. The Monster n'est malheureusement pas du tout adapté à la clientèle de Walligator qui, je vous le rappelle, se voulait être un parc familial de qualité qui a un coaster juste énorme
Bah ouais, sauf que les familles, en fait, les gros coasters, bah c'est pas ce qui les attire et c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus. S'ensuit des années de grandes difficultés financières avec des fréquentations toujours pas suffisantes et aussi un gros crédit à rembourser étant donné que The Monster a coûté 5 millions et que pour un parc comme Walligator, 5 millions, c'est énorme. Le salaire des employés tarde même à arriver à tel point que certains manifestent le 12 juillet 2012 devant le parc, faisant inexorablement chuter la fréquentation des jours suivants. Le parc est placé en redressement judiciaire le 21 novembre 2012. En 2013, les propriétaires changent avec l'arrivée entre autres de Jacqueline Lejeune et des investissements sont faits à hauteur de 4 millions d'euros, le parc étant à cette époque dans un piteux état. Cela marque le début d'une nouvelle ère au sein du parc avec une volonté réelle de le faire grandir et monter en termes de fréquentation et de qualité auprès de visiteurs. Autre investissement, la rénovation d'Anaconda, donc le Wooden Coaster, qui doit s'étaler sur 3 hivers. Faut dire que l'unique train circulant sur Anaconda ne finissait plus le parcours depuis 2010 si ce dernier n'était pas lesté avec des sacs de sable. Et on va pas se mentir, hein, c'est quand même particulier comme manière d'exploiter un coaster, car je le précise, les sacs de sable sont en plus des visiteurs, c'est-à-dire que ça prend des places, donc ça réduit le rendement, et ça montre aux visiteurs que le coaster fonctionne pas forcément au mieux de sa forme. Les 2 premières étapes de rénovation sont effectuées par GCI, autrement dit Great Coaster International, qui sont très réputés dans le domaine des parcs. Ils ont par exemple réalisé comme coaster en bois Troy à Toverland, Joris on the Drac, le duel de montagne russe à Efteling, ou encore Wodan à Europa Park. Pour la 3e étape de rénovation, le parc fait appel à la société Voltige. Mais visiblement, Voltige, qui n'est pas du tout spécialisé dans le domaine des montagnes russes, va plus détériorer Anaconda qu'autre chose. Mais reprenons, l'année 2013 se termine avec une fréquentation de 400 000 visiteurs. En 2014, le parc atteint quasiment son objectif de 450 000 entrées. En 2015, Anaconda fait des siennes, merci Voltige, et a donc besoin en urgence de nouveaux travaux. Il sera donc fermé pour toute la saison 2015 et le parc, pour ne pas léser le public, loue un Air One Max. C'est en fait une grosse attraction foraine très sensationnelle. Il attire 420 000 visiteurs cette année-là. En 2016, c'est la société Aspro qui devient propriétaire du parc. Cette société possède déjà de nombreux parcs et a donc de l'expérience dans le domaine. Après une ultime rénovation hivernale, Anaconda réouvre cette année, et d'ailleurs, au passage, je fais une petite parenthèse, mais depuis, ils entreprennent tous les hivers une rénovation partielle de l'attraction, comme il est d'usage de faire sur tous les Wooden Coasters. Malheureusement, le parc enregistre la pire fréquentation de toute l'histoire du parc, avec seulement 200 000 entrées payantes, ce qui est juste très bas. En 2017, 270 000 personnes visitent le parc, et à peine plus l'année suivante, en 2018. Et pour la dernière saison en date, 2019, il n'accueille que 290 000 visiteurs. Et je redoute évidemment les chiffres de 2020, étant donné le contexte mondial et le confinement en France. Étonnamment, c'est la première fois que je traite ce genre d'histoire dans un EDB World. En effet, d'ordinaire, soit le parc est fermé, exemple Mirapolis, soit le parc prospère depuis pas mal d'années et tourne donc normalement, j'entends par là, le parc Astérix. Walligator, vous l'aurez compris, n'a toujours pas trouvé son public, et je trouve ça vraiment dommage étant donné l'histoire qu'il a. Mais reprenons, à l'origine, il eut, comme Mirapolis, un projet démesuré. Une réputation en chute libre dès l'ouverture, une ambition internationale inatteignable en l'état, une forte concurrence avec Europa Park ou encore Fantasyland à proximité, un dirigeant peu compétent au départ, mais également une gestion quelque peu bancale à certains moments de son histoire, notamment au moment de la gestion par les Ledouarins. L'ouverture de Disneyland Paris qui n'a évidemment pas aidé et qui a d'ailleurs fait écouler beaucoup de parcs en France, mais surtout, comme l'ensemble des parcs en France, Disneyland compris, des objectifs démesurés et irréalistes qui sont toujours basés sur des choses n'existant pas en Europe, et évidemment les parcs venant principalement des États-Unis. Car en France et plus largement en Europe, la culture des parcs était quasiment inexistante à l'époque. Ce n'est que très récemment que les choses commencent à changer à ce niveau, et nous sommes, selon moi, aux prémices d'une sorte d'âge d'or des parcs en Europe et en France. Malheureusement, on le sait, tous les parcs n'arriveront pas à tirer parti de cette dynamique, et c'est d'autant plus vrai en ce moment avec cette épidémie mondiale qui risque de faire couler de nombreux parcs en France, en Europe et je pense dans le monde entier, mais ça, l'avenir nous le dira. On reparlera de ça dans un EDB World plus tard, j'imagine, quand tout ce bordel sera fini. Néanmoins, j'espère vivement que ce ne sera pas le cas de Walligator, car il pourrait vraiment devenir un excellent parc. Et au passage, je compte m'y rendre prochainement, même si pour ça, il faudra attendre la fin de l'épidémie,
qui, je pense, risque de laisser fermer les parcs jusqu'au moins septembre prochain. Encore une fois, je tiens à remercier Wally Gazette, donc le site internet qui a fourni les photos et les vidéos de cet épisode, et je vous invite très fortement à aller voir tous leurs articles. C'est bourré d'infos que je n'ai pas forcément pu placer dans cette EDB World, avec des images inédites, des photos inédites. Ici, j'en ai mis que quelques-unes, il y en a vraiment énormément, je vous mets tout ça en description, et je vous invite à aller les voir. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à bientôt pour un prochain EDB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!